Quand même, bienvenue au club. Bienvenue au club de Story Classique avec cette semaine le génie de Cassavetes analysé par le réalisateur Gilles Bourdos. Focus sur celui qui révolutionna le générique de film Saul Bass. Michael Haneke nous donne une leçon de mise en scène. Et on finit par un détour dans la merveilleuse caverne d'Ali Baba du 7e art. En découvrant le nouveau film de Gilles Bourdos, Espèce menacée, j'ai eu envie de rapprocher son travail de celui du réalisateur John Cassavetes. Ils partagent en effet un sujet commun, l'aliénation et la soumission, autour de l'amour porté par la solitude et la folie de personnages à la dérive. Alors Gilles, le souvenir du réalisateur américain a-t-il pu traverser votre film ? J'y ai pensé, c'est vrai que j'y ai pensé quand au montage, avec mon monteur. J'ai beaucoup parlé de ça, de ces questions aussi des durées de séquence chez Cassavetes, de la force des situations chez Cassavetes. Oui, évidemment, c'est un des cinéastes qui m'a influencé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? S'il ne porte pas plainte, on ne peut rien faire. Moi, je porte plainte. Si tu fais quoi que ce soit, tu m'entends ? Ça fera qu'aggraver les choses. Mais alors, c'est qui ou c'est quoi plutôt Cassavetes pour vous ? Pour moi, Cassavetes, c'est de chercher la vérité des situations. C'est de mettre ses acteurs dans une situation, de faire durer les séquences et d'être dans la simplicité narrative, mais la complexité des sentiments. Voilà. It's the way the guy looked at you. Here's the guy, he's looking at you like this. He don't know what to do. This monkey don't know what to do. He thinks you mean something. He don't know you don't mean it. Il demandait à ses équipes techniques de ne pas couper une prise en cas d'imprévu. Hey, listen, you birds, I'm waiting for my kids at school. Do you mind giving me the time? Do ya? Est-ce que c'est un peu la même façon de travailler chez vous ? Alors, une fois que j'ai travaillé avec mes acteurs pour trouver avec eux, en complicité avec eux, dans leur spontanéité, ce que j'appelle une mise en place, c'est-à-dire une chorégraphie qui peut être harmonieuse avec la caméra, là, je leur demande de respecter ça. Donc, en ça, je dirais, je tends vers un cinéma plus chorégraphique que celui de Cassavetes. Mais alors, sur la question de l'accident, on ne cherche que ça. C'est-à-dire l'accident dans la prise, et l'accident, ça peut venir de quelque chose qui échappe à un acteur. On est à l'affût de l'accident. C'est l'irruption du merveilleux dans le plan. Pour l'un de ses premiers rôles, Gina Rollins va le voir et lui pose des questions. Et la réponse qu'il lui dit « Moi, j'ai écrit le scénario, je t'ai choisi, maintenant le personnage t'appartient. » Est-ce que c'est pareil, dans votre cinéma, vous pratiquez la même politique avec vos acteurs ? Oui, la partition appartient à l'acteur et c'est à lui à se l'approprier. Et c'est vrai que ce travail-là, je suis très à l'écoute des acteurs et de leur appropriation personnelle. Cassavetes disait les films parlent mieux de moi que n'importe quel discours. Qu'est-ce qu'on apprend de vous en voyant vos films ? Il y a une chose qui est très présente dans le film, c'est les questions sur la famille, sur la difficulté des familles à exister ensemble, des individus à être en harmonie les uns avec les autres. C'est une question qui est fondamentale dans mon cinéma et qui dit des choses sur moi, forcément. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ses œuvres ont défini son époque. Ainsi parle Martin Scorsese de l'américain Saul Bass, réalisateur en 1975 d'un unique film, Phase 4, ressorti en salle mercredi, mais surtout graphiste de génie et inventeur du générique moderne. Mais comment définir le style Saul Bass et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Réponse avec Tom Kahn, graphiste et designer franco-japonais, auteur entre autres des remarqués génériques d'Enter the Void et de Good Time, en salle cette semaine, et disciple comme tant d'autres de Saul Bass. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas faire juste une illustration. Il va réfléchir au concept du film. Qu'est-ce qui va faire
qu'on comprenne le film ou que ça soit intriguant. Saul Bass a travaillé avec beaucoup de réalisateurs, mais le travail qu'il a effectué avec Hitchcock, je pense que c'est un duo. Donc si le réalisateur il donne de la place, on peut travailler de manière, on peut développer. Quand on voit ça, on a déjà un indice sur une scène du film, forcément, et le vertige exprimé par cette spirale. Hitchcock, je pense qu'il avait une grande intelligence aussi du visuel, il avait un sens du visuel dans sa mise en scène. C'est ce qu'on retrouve aussi, je pense, dans les affiches de Saul Bass. Avant Saul Bass, il n'y avait pas cette fonction de prologue, en tout cas d'ouverture de rideau que Saul Bass a créé. Saul Bass, lui, il est rentré dans une manière où la séquence de titrage, vraiment l'opening title, il est vraiment fait pour s'immerger dans un univers, pour rentrer dans la narration, pour rentrer dans l'histoire. Après, graphiquement, il a fait aussi des choses qui traduisent un univers qui est peut-être différent de l'histoire du film, mais qui va en tout cas participer à l'émotion, à l'ambiance, et plonger le spectateur, en tout cas, on va dire le rendre perméable à ce qu'il va voir. L'influence de Saul Bass, elle a subsisté jusqu'à nos jours. Elle est encore exploitée à fond puisque c'est une ressource, c'est une mine d'or. Je pense que les gens le font par hommage, les gens le font par clin d'œil. Il fait partie de l'histoire du cinéma. On peut citer dans les génériques connus, très graphiques, le générique de Mad Men. C'est vrai que cette silhouette-là, on dirait la silhouette de Anatomy of a Murder. Et quoi qu'il arrive, c'est un langage qui est devenu, un langage visuel qui est devenu cinématographique. C'est une signature, c'est un hommage aussi, mais je trouve que ça fait partie des très très bons génériques. C'est quelqu'un dont le travail est maintenant profondément ancré dans l'esprit des gens. C'est vrai que c'est lui qui a anobli le générique de film, qui lui a donné toutes ses lettres de noblesse, la reconnaissance. Je ne serais peut-être pas là s'il n'y avait pas eu Saul Bass. Bonjour Monsieur Haneke. Stéphane Charby, enchanté. L'immense Michael Haneke revient cette semaine en salle autour d'une certaine idée de la mort dans Happy End. Conversation avec un cinéaste cinéphile. Notre émission s'intitule Story Classique. Elle est diffusée sur une chaîne qui célèbre le cinéma de 1930 à 1990. Quels sont les auteurs qui appartiennent à cette période qui vous ont aidé à fabriquer votre cinéma ? Je pense que j'ai beaucoup appris à travers ce livre de Truffaut avec Hitchcock. Les entretiens d'Hitchcock-Truffaut. Oui, où il raconte beaucoup de ses inventions. Parce que quand on regarde les films comme quelqu'un qui n'est pas du métier, on est juste impressionné. Mais après, quand on lit comment il a fait, là, ça m'a beaucoup appris. Et après, on regarde naturellement le style de Bresson m'a influencé dans sa simplicité que de réduire à l'essentiel. Est-ce que votre cinéphilie, elle est liée à un cinéma qui appartient au passé ou il y a des films qui vous impressionnent ? Aujourd'hui, j'attends certains réalisateurs, le nouveau film de celui-ci, de celui-là. De qui Dites-nous. Ah non, je ne veux pas, cette name-dropping, je n'aime pas. Mais non, mais c'est savoir aussi ce que vous aimez comme spectateur, Michael Haneke. J'aime comme spectateur. Le film qui m'a beau parler d'un seul, parce que je ne veux pas parler de celui-ci et l'autre est fâché parce que je n'ai pas parlé de lui. Le seul film qui m'a vraiment marqué dans les dernières années, c'était La Séparation. De Ashghar Farhadi. Ouais, que je trouve un film absolument génial. Le meilleur scénario que j'ai vu depuis je ne sais pas quand. C'est au niveau de Tchekhov, ce qu'il arrive à Le Tchekhov écrire. est presque de Bergman, j'ai envie de le rapprocher aussi, parce que vous partagez ça avec Ashghar Farhadi. Vous venez tous les deux du théâtre. Vous avez aussi la construction de la dramaturgie. Je trouve que c'est une chose indispensable qu'un film soit bien construit. Au théâtre, au cinéma, si vous perdez le spectateur, il est perdu. Dans cet extrait, je voudrais qu'on apprenne à lire vos images. Quel âge as-tu ? 13 ans. Je te croyais plus jeune. Elle va avoir 13 ans dans 2 mois, c'est ça ? Oui. Il va y avoir ce chant contre chant. Il y a plusieurs manières de le faire, Michael Haneke, un chant contre chant. Soit on isole les personnages, soit on joue avec une amorce. Vous, volontairement, vous ne jouez pas avec les amorces. Elles sont très simples. Je le fais, les amorces, que si c'est absolument nécessaire.
Ça veut dire si je veux créer un ensemble. Une intimité. Une intimité. Dans mes films, c'est rarement nécessaire. Et en plus, si on fait des plans avec des amorces, on a dans le montage toujours des problèmes. Parce que les acteurs ne sont pas des machines. Alors, une fois, ils regardent comme ça, l'autre fois, ils regardent comme ça, et on ne peut déjà pas couper. On sait que vous storyboardez vos histoires, Michael Haneke. Dans cette séquence qui semble très simple, est-ce que vous l'avez storyboardé? Oui, bien sûr. Pour quelle raison? Faut se la faire là. J'ai storyboardé après avoir repéré le lieu, et ça a fait le travail beaucoup plus simple. On est pressé toujours pendant un tournage. Ça veut dire quand on y arrive, et on commence à réfléchir comment découper cette scène. Je trouve que c'est du dilettantisme. Tout le monde qui travaille sur le film reçoit mon storyboard, et ça augmente les possibilités d'avoir un peu plus de temps pour les choses essentielles, pour le jeu des acteurs et tout ça. La chose qui m'intéresse, c'est l'interaction entre les personnages, parce que ça, ce sont les choses qui touchent le spectateur. On va finir sur Michael Haneke, l'enseignant. Depuis 2002, vous enseignez à Vienne. Oui. Qu'est-ce que vous demandez à vos étudiants la première fois que vous les voyez? Mon premier rencontre, je parle pendant 4 heures pour leur déconseiller de faire cette profession. Parce que je sais qu'ils vont quand même le faire, mais je veux lui un peu enlever toutes les illusions qu'ils ont. Clap de fin pour la société Locatema. Le célèbre loueur de mobilier et d'objets de décoration pour le cinéma cesse son activité après avoir fourni durant un demi-siècle les plus grands noms du 7e art. De Marcel Carné à Luc Besson, en passant par Yves Robert. Durant 3 jours, le public est invité à venir rêver et à acheter une petite part de l'histoire du cinéma français. Plus de 50 000 pièces vous attendent pour cette vente aux enchères qui aura lieu du 27 au 30 septembre prochain. Dominique Crozier a bien voulu nous guider en avant-première dans cette caverne d'Ali Baba pour dénicher une ou deux pièces mythiques qu'on peut trouver ici. Je vais vous présenter, Stéphane, par exemple, le bureau de La Gifle. Ah, le film de Claude Pinoteau avec Isabelle Adjani. Exactement. Ils ont touché ce mobilier? Exactement. Si vous regardez le film, vous pourrez vérifier parce que, bon, déjà, premièrement, il est très reconnaissable parce que c'est ces poignées qui sont vraiment particulières pour que les gens se rendent bien compte que c'est pas de l'invention. Et dans le film, aussi bien Isabelle Adjani, qui vient bien interpeller son père, je crois qu'il est professeur dans l'histoire, et on voit donc Lino Ventura qui corrige ses copies, et elle qui vient l'interpeller et qui s'assoit sur le bureau. Stéphane. Ah. Voilà, une autre pièce. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Ça jouait dans quel film, ça? Et vous ne connaissez pas? Ok, je sèche. Avec une toute petite jeune actrice qui faisait pratiquement ses débuts, qui maintenant est devenue une très grande. Nathalie Portman, c'est pas vrai. Léon? Exactement. C'est la cuisine de Léon, avec Jean Reno. Exactement. Vous avez vérifié, Jean Reno n'a rien laissé à l'intérieur? Non, non. Ah, ça aurait été trop beau. C'est par où? On monte. Allez, allez-y, vous êtes chez vous après tout, hein. Il y a même du linge de maison. Hein. Ah oui, oui, les dessus de lit. D'ailleurs, en parlant de dessus de lit, moi, je peux vous présenter le dessus de lit d'une scène mythique du Grand Blond à la chaussure noire. Oh, respect pour Mireille d'Arc qui vient de nous quitter. Ah oui, faites-nous ça, Dominique. Oui, c'est un petit hommage à Mireille d'Arc. Et donc, on a le dessus de lit fourrure de la scène avec Pierre Richard. Et c'est celui-là. Oh. Je vais vous l'étaler par terre parce que moi, j'ai pas le lit. Hein. Qu'est-ce qu'on est ému de toucher ces objets qui sont vivants, qui restent vivants encore. La semaine prochaine, Story Classique gagne quelques degrés et se réchauffe du beau soleil intérieur qui brille au-dessus de Juliette Binoche. Derrière son piano, Michel Legrand nous ouvre, lui, son grand écran. Et on terminera avec l'un des grands auteurs du Nouvel Hollywood, William Friedkin.